Ils sont très absents des analyses géopolitiques sur la Centrafrique et pourtant quelques spécialistes en font le nerf de la guerre. Plus que les religions, les diamants sont le facteur qui déstabiliserait la République centrafricaine. Leur commerce corrompt les politiques, alimente les guérillas. Ils suscitent les convoitises dans la région, nous allons le voir. Il se dit même que des pays voisins de la Centrafrique exportent en quantité des diamants alors qu'ils n'en produisent pas. Deux grands témoins ce soir dans 64 minutes. Pour en parler, Johnny Vianney Bissakhonou, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste centrafricain en exil à Paris. Avec nous également Gilles Labarthe en direct de Genève en Suisse. Bonsoir à vous Gilles Labarthe, merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, journaliste, spécialiste de l'Afrique. Vous êtes notamment l'auteur du livre Sarko l'Africain, édition Hugo et compagnie. Et vous venez de réaliser un documentaire dont on parle beaucoup sur le trafic d'or en Afrique. Ça s'appelle Orsal, enquête sur un scandale mondial. Avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous propose de regarder un reportage exclusif de Marine Courtade avec Chloé Davant et Emmanuel Ostian. Des images rares tournées dans l'ouest de la Centrafrique. C'est en partie à cause de ces sous-sols gorgés de diamants que la Centrafrique connaît une guerre civile depuis 1 an et demi. Dans cette mine à ciel ouvert, sorte de condensé de la guerre, les chrétiens ont chassé les patrons musulmans. Et ils craignent qu'ils reviennent. On travaille la peur au ventre. Ces diamants, tout le monde les recherche et on a peur de travailler. Quand on trouve des gros carats, les musulmans peuvent venir nous tuer pour les récupérer. Cette crise, quand elle est arrivée, ça nous a fait plaisir. Parce que nous, maintenant, nous les artisans, nous nous sommes accaparés les ressources de notre travail. Quand les musulmans trouvaient des diamants, ça leur apportait beaucoup d'argent. Et avec ça, ils achetaient des armes pour nous tuer gratuitement. Nous voulons qu'ils partent d'ici. C'est le premier diamant trouvé de la journée. C'est un beau diamant. C'est une pierre céleste. C'est la joie chez les ouvriers. Léon prend aussitôt le diamant pour aller l'expertiser. Il a appris ce métier ces derniers mois. Avant, il était réservé aux musulmans. Il n'y a pas de piqûre là-dedans. Les diamants que nous trouvons ne sont pas des diamants de sang. Nous sommes des artisans. Ces diamants, ça nous paye notre pain quotidien seulement. Les autres se battent avec des armes. Nous, nos armes, ce sont nos pelles. Côté musulman, c'est un autre son de cloche. Les anciens bureaux de négoce de diamants sont devenus, ironie de l'histoire, des camps de réfugiés. Et les musulmans parlent de pogrom à leur encontre. Aujourd'hui, avec les anti-balaka, si tu es musulman et que tu es dans les mines, on peut facilement t'abattre uniquement au prétexte que tu es musulman. Le diamant de Léon finira à Bangui, la capitale. Avec l'exclusion de la Centrafrique du processus de Kimberley, impossible théoriquement de l'exporter. Mais nous retrouvons sur place un diamantaire, un musulman qui a fui l'ouest du pays. Il nous explique le système de fraude. Le point faible, ce sont notamment les aéroports. Le diamant ne sonne pas, c'est inerte. Sauf l'or qui peut sonner dans les aéroports. Le diamant ne sonne pas. Tu peux le mettre dans ta poche, dans ton paquet de cigarettes, et puis partir avec. Du côté des autorités centrafricaines, c'est l'impuissance totale. L'embargo encourage la fraude. En 1 an, les exportations légales ont été divisées par 3. Si vous prenez par exemple l'année 2012 par exemple, on était à 365 000 carats, 881,96. Et pour cette année, vous voyez, ça fait 125 734. Vous voyez, ça a vraiment chuté. On peut imaginer que c'est par la faute. Plus personne ne contrôle les mines, c'est l'anarchie généralisée. La Centrafrique est le 10e producteur mondial de diamants, un diamant réputé pour sa pureté. Les petites pierres célestes n'ont pas fini de susciter haine et convoitise. Johnny Vianney Bissakhonou, une réaction à ce reportage, le diamant, nerf de la guerre en Centrafrique selon vous? Mais bien sûr, c'est quoi le principal atout de la RCA? Ça a toujours été ces richesses du sous-sol et on sait que le pétrole n'est pas exploité. Commençons par l'empereur Jean Bédel Bokassa et ses fameux diamants dont il faisait cadeau à ses amis, notamment un certain président Valéry Giscard d'Estaing. Et même c'est l'affaire des diamants de Bokassa qui aurait fait perdre les élections à ce dernier.
Ensuite, il y a eu Patassé qui s'est mis à l'exploitation sous l'époque Bozizé. En Centrafrique, on parlait de bayatisation du ministère des Mines, du secteur des mines. L'ethnie Baya, c'est l'ethnie du président Bozizé. On avait du ministre jusqu'au jardinier au ministère des Mines. C'était les gens de son ethnie et c'était son tout puissant cousin qui était considéré à l'époque comme la deuxième personnalité de son régime, le ministre Sylvain Doutingaï, qui était donc à la tête de ce ministère juteux des mines. On a oublié que au départ, quand la CPJP et l'UFDR se battaient, ils ont pris les armes, c'était pour réclamer leur part du gâteau. Ils se disaient les oubliés de la République, et qu'en 2008 même, ils se battaient entre eux. Il y avait même un collecteur Runga qui était de l'ethnie de Abdoulaye Hissène, actuel conseiller à la présidence de la transition et chef rebelle de la CPJP. Ce collecteur a été assassiné par l'UFDR, c'est-à-dire les goulas de l'UFDR de Diolto Dia. Ensuite, on nous bombarde tout le temps avec cette histoire d'épuration ethno-religieuse, la division est presque consommée, les musulmans ont vidé Bangui. Et justement, c'est vrai qu'après, la population qui sont l'imbécile si vous voulez, du scénario, ont beaucoup joué dans ça. Mais la réalité aujourd'hui, c'est une guerre économique et politique. Alors justement, des bandits ont pris des armes pour prendre le pouvoir et pour contrôler le secteur du diamant et tout aujourd'hui. Alors on va voir ce qu'en pense justement Gilles Labarthe à Genève en direct ce soir sur TV5 Monde. Alors on l'a vu dans le reportage, il n'y a rien de plus facile que de passer du diamant à la douane, c'est ce qu'on a pu entendre. Que vaut l'embargo dans ce cas qui frappe la Centrafrique ? Il est très difficile à mettre en application. On sait qu'on peut estimer la production de carats à 900 000 à peu près ou 1 million par an. Dans les faits, on a des chiffres donc qui dépassent rarement les 300 000, 350 000 carats exportés. Il y a vraiment 2 tiers qui, même en temps normal, qui quittent le pays. Donc on imagine d'autant plus avec un embargo la difficulté de contrôle. Et puis on a des pays voisins qui sont connus aussi pour une activité, je dirais, de passoire pour l'exportation. Là, une des grandes craintes, c'est la République du Congo, Congo-Brazzaville et le Cameroun, avec aussi des faux certificats Kimberley qui permettent d'exporter ces diamants. Alors vous êtes universitaire, ethnologue, on l'a dit, Gilles Labarthe, mais vous êtes aussi journaliste. Question pour vous ce soir, comment expliquer un silence quasi général sur la scène médiatique, sur justement le rôle de ces diamants dans le conflit en Centrafrique ? On a vu quand même passablement d'articles ou d'essais de traiter cette matière-là. Le diamant, tout comme l'or, est vraiment une matière très particulière qui, je dirais, tout le secteur du diamant et de l'or fabrique de l'opacité à tous les étages, que ce soit au niveau des pays producteurs, que ce soit au niveau des autorités de contrôle, que ce soit au niveau des collecteurs, des diamantaires, de ceux qui achètent sur place, mais surtout, je dirais, de la part des traders aussi et des usines ensuite dans les pays du Nord qui utilisent cette matière-là pour l'industrie du luxe. On a un intérêt à fabriquer une opacité pour faire des meilleures affaires, ça c'est une chose. L'autre chose qui est très importante et qui est très grave aussi, c'est que c'est un secteur qui est systématiquement lié aux présidences des pays producteurs. Donc on arrive directement à la présidence quand on traite de l'or et du diamant dans les pays producteurs. Mais il est aussi lié aux 3 principaux vecteurs de blanchiment d'argent. Donc on a le diamant, on a l'or, on a la drogue. Et donc, blanchiment d'argent, financement potentiel d'activités criminelles, on a vraiment affaire à des matières qui sont extrêmement sensibles. Restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. Gilles Labarthe, je me tourne vers vous, Johnny Vianney-Bissakonu. Ce qu'on a vu aussi dans ce reportage exclusif tout à l'heure, c'est que la maîtrise ou la possession des mines était le point de division, de crispation entre musulmans et animistes ou chrétiens. Est-ce votre sentiment ? Il est clair qu'à un certain moment, on peut affirmer sans se tromper que les musulmans avaient le monopole de cette richesse, parce que les bureaux de diamants est d'abord le seul bureau qui est jusqu'en ce moment fonctionnel, malgré que la RCA est tombée sous le coup du processus Kimberley. C'est Badika, à la tête on a un musulman centrafricain et tout. Mais
C'est des arguments qui sont en fait secondaires. À la base, le problème est politique et économique. En fait, c'est un jeu d'intérêts entre politiciens véreux qui se battent pour les richesses. Et vous voyez même la carte de leur Centrafrique du Nord qui circule déjà sur le web. Ils ont coupé le pays en deux pour que ça prenne en compte l'uranium de Bakouma qui se situe au sud-est. Aujourd'hui, on continue de parler de ces conflits entre chrétiens et musulmans. Entre-temps, on laisse champ libre d'une part à la Séléka qui... Pourquoi, à votre avis, et pourquoi c'est si peu dit dans les médias, cette question des diamants? Je me pose la question autant que vous et je ne cesse de le poser tout le temps. Pourquoi on essaie d'occulter justement cette question géostratégique et économique qui sont les questions mais vraiment importantes de la crise centrafricaine, parce que les gens oublient qu'il y a un an, ces populations musulmanes et chrétiennes vivaient encore ensemble. Il a juste fallu que des milices, déjà la CPJP, l'UFDR et tout, se battaient entre elles, et bizarrement un jour ils se sont réunis pour venir chasser Bozizé pour des questions d'intérêt, et aujourd'hui ils ont emmené le pays dans une spirale de violence qui fait à ce que on ne voit que la face visible de l'iceberg qui est l'affrontement ethnique, mais en réalité c'est plus profond que cela, et je vais plus loin pour ajouter que ça continue de se faire, ces trafics, malgré l'embargo sur les diamants centrafricains. Mais tranquillement, les gens continuent de s'en mettre plein les poches. Alors Gilles Labarthe, ça se joue dans la région, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité notamment la République démocratique du Congo. J'aimerais avec vous parler de deux villes qui jouent un rôle important sans doute. Hein. Dites-moi si je me trompe, il s'agit bien entendu d'Anvers en Belgique, hein, place traditionnelle des diamantaires, et de Genève en Suisse, cette fois place des matières premières. Qu'en est-il exactement ? Alors, on pourra ajouter aussi Zurich en Suisse. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un peu une opposition historique entre ces places suisses et Anvers en Belgique. Souvent, les Belges ont accusé la Suisse de politique laxiste en matière de contrôle des importations, et notamment le contrôle de tout ce qu'on appelle les ports francs, qui ne sont pas considérés comme des zones soumises à un contrôle douanier du même type que les zones normales, le territoire suisse en lui-même. Donc les ports francs en Suisse, une zone qui est extrêmement opaque, avec quasiment pas de contrôle douanier, et même des chiffres qui n'apparaissent pas dans les statistiques officielles sur les importations de diamants bruts. Donc on a vraiment beaucoup de mal à en savoir plus. De l'autre côté, la Suisse, elle, accuse souvent Anvers de dire, on est dans des situations où des traders suisses diraient, par exemple, moi, ce que j'arrive pas à écouler à Genève, je l'écoule à Anvers. Donc, au-delà de cette petite rivalité, qui forge déjà un premier axe, on a un axe Genève, Zurich, Anvers, pour un axe européen. On peut ajouter aussi Tel Aviv parce que ça fait partie du circuit. Et je dirais qu'il y a un deuxième axe stratégique qui est de plus en plus important et qu'on commence à mieux évaluer en termes de potentiel et en termes de poids aussi. C'est un axe qui passe par Dubaï et par Bombay. Merci. Et dans ce qui se passe actuellement, je finis juste par ça, dans ce qui se passe actuellement dans l'enjeu de la Centrafrique et des pays producteurs de diamants, c'est une rivalité entre ces deux axes qui se joue, et on le voit aussi avec les destinations finales des diamants et les diamantaires qui viennent acheter ensuite sur place en Afrique. Gilles Labarthe en direct de Genève en Suisse, merci à vous. Pour en savoir plus, je rappelle qu'on peut voir votre documentaire hors salle, enquête sur un scandale mondial. Merci à vous également, Johnny Vianney Bissaconu, pour votre décryptage donc sur la réalité de cette guerre en Centrafrique.